Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat. Si vous nous rejoignez, édition spéciale crise grecque au lendemain du référendum qui a vu le non l'emporter, ouvrant une période d'incertitude sur l'avenir de la zone euro. Une rencontre entre Angela Merkel et François Hollande se tient en ce moment même à l'Elysée. Une réunion de crise avant le sommet européen de demain. Le couple franco-allemand va tenter de s'accorder pour trouver une solution, voire relancer les négociations, mais la tâche s'annonce compliquée. Une déclaration commune est attendue d'ici 1 heure. Réaction, débat, analyse avec nos invités sur ce plateau. Mais avant cela, on va tout de suite retrouver Sophie Normand-Couturier en duplex de l'Elysée. Bonsoir Sophie. La chancelière allemande vient d'arriver à l'Elysée ce soir. Que peut-on attendre de sa rencontre avec le chef de l'État ? Eh bien, on attend une position commune. C'est l'objet de cette rencontre entre François Hollande et Angela Merkel, la chancelière allemande qui est arrivée à 18h pile tout à l'heure, accueillie par un François Hollande souriant malgré la gravité de la situation. Les deux dirigeants s'entretiennent actuellement en tête-à-tête. Ils devraient faire une déclaration commune tout à l'heure aux alentours de 19h15 à 19h30 avant un dîner de travail. Il s'agit pour eux d'évaluer les conséquences du référendum en Grèce et surtout d'accorder leur violon à la veille du sommet de la zone euro. En recevant Angela Merkel, François Hollande tente de se placer au cœur de l'échiquier européen. C'est la chancelière allemande qui fait le déplacement à Paris. Le symbole est fort, alors qu'hier soir, c'est Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, qui a tenu à s'entretenir avec François Hollande à l'issue du référendum. François Hollande qui joue donc le rôle de médiateur entre Athènes et le camp des durs en Europe. Et avec lui, c'est le couple franco-allemand qui revient sur le devant de la scène européenne. Merci beaucoup Sophie. On reviendra sur ce couple allemand, franco-allemand qui est à la manœuvre avant le sommet de Bruxelles demain. Comment François Hollande peut-il aider Alexis Tsipras et de jouer les médiateurs sans se brouiller avec Angela Merkel, la chancelière, très sévère vis-à-vis du Premier ministre grec et pour qui il n'y a plus rien à négocier. Élément de réponse avec Louis Sybille. Pas encore de rupture avec l'Europe, mais demain, un sommet qui pourrait définitivement sceller le sort de la Grèce. Une réunion des acteurs de la zone euro pour conclure à un accord entre Grecs et ses créanciers. Après le non référendaire, les mots sont forts. Ils viennent d'abord d'Allemagne et de la bouche du ministre de l'économie, Sigmar Gabriel. Il envisage une aide humanitaire à la Grèce, discutée demain au sommet européen. Le chef de l'Eurogroupe, lui, affirme que le non ne nous rapproche pas d'une solution. Malgré le résultat du référendum, des mesures difficiles sont nécessaires en Grèce, sinon le pays ne s'en sortira pas. Le gouvernement ne fonctionnera plus, l'économie ne tournera plus et si le gouvernement et la population rejettent des mesures, ça va être très difficile pour les Grecs. Les Européens partagés sur la destinée grecque. À la mi-journée, c'est la Commission européenne qui change de ton. La semaine dernière, elle attendait le référendum. Aujourd'hui, elle prépare la zone euro à une éventuelle sortie de la Grèce, car selon son vice-président, il ne faut pas jouer avec la stabilité de cette zone. La place de la Grèce est et restera en Europe. Pour résoudre cette situation difficile, toutes les parties doivent travailler de façon responsable pour le bien du peuple grec. Demain, comme vous le savez, il est prévu à la fois un sommet de la zone euro et un Eurogroupe qui sera en mesure de décider de la route à suivre. Une route à suivre, peut-être la dernière avant un divorce irréversible. Du côté du Fonds monétaire international, on se tient prêt à aider si la Grèce en fait la demande. Sa directrice, Christine Lagarde, dit sobrement avoir pris acte du référendum d'hier. Dans la journée, lors d'un entretien téléphonique, Angela Merkel met sous pression Alexis Tsipras. Lui, en personne, le Premier ministre grec devra présenter demain d'ultimes propositions pour sortir de la crise, être convaincant pour entrevoir enfin une issue positive. Et pour analyser et comprendre les enjeux de ce tête-à-tête entre François Hollande et Angela Merkel, nous invités sur ce plateau ce soir, Hélène Conway-Mouret, bonsoir. Vous êtes sénatrice socialiste représentant les Français de l'étranger, ancienne ministre. Merci d'être avec nous. J'accueille également Philippe Juvin, bonsoir. Vous êtes porte-parole des eurodéputés Les Républicains. Merci d'être en notre compagnie. Georges Prévélakis est également avec nous sur ce plateau. Bonsoir monsieur, professeur de géopolitique à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris. Merci
d'être en notre compagnie. Et Christopher Dembig, bonsoir. Vous êtes économiste pour la banque d'investissement Saxo Bank France. Vous êtes spécialiste de la Grèce. Alors, première question peut-être à vous, Hélène Conway-Mouret. Un tête-à-tête suivi d'une réunion de travail et pour évaluer les conséquences de ce non grec. On a vu la chancelière allemande arriver à l'Elysée. Quelle est la marge de manœuvre de François Hollande ce soir pour tenter d'infléchir la position allemande? Alors, la marge de manœuvre de François Hollande est peut-être un peu plus grande que celle d'Angela Merkel, qui, je crois, a besoin d'aide parce qu'elle est un petit peu seule, un Parlement et une opinion publique qui sont sur une ligne très très dure, alors que la ligne de la France, depuis le départ, passe par la négociation. Alors bien sûr, on attend que les Grecs fassent des propositions sérieuses, donc il faudra attendre jusqu'à demain matin. Mais je crois que la position de François Hollande est celle de chercher une solution et d'éviter qu'il y ait deux camps retranchés qui amènent à une rupture, parce que je crois qu'il y a un consensus qui est quand même qui se dégage dans tous les partis aujourd'hui et dans tous les pays, que la sortie de la zone euro de la Grèce, eh bien, serait une catastrophe à la fois pour le pays, mais serait aussi dramatique pour l'ensemble de l'Union européenne. Philippe Juvin, que peut-on attendre de cette rencontre entre Angela Merkel et François Hollande à l'Élysée? Est-ce que c'est la France qui était à la manœuvre ce soir? D'abord, moi je viens d'apprendre que la France avait une ligne politique, je l'ignorais, puisque depuis quelques mois, on ne sait pas très bien ce que la France pense dans ce débat. D'ailleurs, la semaine dernière, alors que le référendum arrivait, on apprenait que le président de la République était en Afrique, c'était sûrement l'endroit où il fallait aller pour s'occuper de la Grèce. Non, la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, M. Tsipras emmène son pays vers l'abîme, que la crise grecque est une crise que l'on connaît, dont on a beaucoup parlé, mais qui a d'abord une responsabilité grecque, je veux le dire, parce qu'on accuse l'Europe de tous les maux, mais la crise grecque, elle est d'abord grecque. Je veux dire que c'est un tiers des fonctionnaires grecs qui prennent leur retraite à 55 ans, ce n'est pas une décision européenne, c'est une décision grecque. Le fait qu'il n'y ait pas de cadastre pour lever l'impôt local et foncier, c'est aussi une décision grecque. Donc on voit bien que la responsabilité, elle est grecque et que l'Europe a été très généreuse. Vous savez qu'entre 2012 et 2015, nous avons payé à peu près, collectivement, 100% du PIB versé en faveur de la Grèce. Donc nous avons été très très généreux et M. Tsipras continue à nous dire payer, mais surtout, vous n'avez rien à dire sur les décisions qui seront prises. C'est ça qui pose problème, c'est que nous avons un gouvernement grec jusqu'ici qui était autiste. J'espère que ça va changer. Elle est là la seule marge de manœuvre. Alors, on va tout de suite revoir le sujet de Louis Sibyl pour bien comprendre les enjeux de la réunion qui se déroule en ce moment même à l'Élysée avec ce couple franco-allemand sous pression. Sous pression. Rarement le couple franco-allemand n'aura été autant mis à l'épreuve. Soudé jusqu'à présent, le référendum grec a brouillé les lignes entre Berlin et Paris. La semaine dernière, les positions étaient même diamétralement opposées. François Hollande voulait encore négocier. Angela Merkel refusait. Un bon Européen n'est pas celui qui recherche le compromis à tout prix. Si c'est le non, on est dans une forme d'inconnu. C'est aux Grecs de répondre. Cet inconnu, c'est le Grexit, une sortie de la Grèce de la zone euro. France et Allemagne ne partagent pas la même analyse. Angela Merkel s'est ralliée à la ligne de son ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, celle de la thérapie de choc. En clair, une sortie de la Grèce sauverait l'Union européenne. Un pari jugé trop risqué à l'Élysée, qui ne veut pas se mettre la majorité à dos. Des manifestations à gauche ont apporté leur soutien à la Grèce. Aujourd'hui, les points de vue semblent se rapprocher. Des deux côtés du Rhin, on estime que la balle est dans le camp de la Grèce. Ce n'est pas le refus d'un traité, ce n'est pas le refus d'un projet de loi, c'est le refus d'une attitude. Et donc, à partir de là, c'est au gouvernement grec de faire des propositions. Ouverte elle aussi à des propositions, l'Allemagne a cependant tenu à rappeler son inflexibilité, notamment sur la dette. Notre position est connue, nous en avons déjà fait part souvent ici. Un allègement de la dette n'est pas un sujet pour nous et n'était pas l'objet des négociations qui prirent fin le 30 juin dernier. La dette, question centrale des discussions. Elle s'élève à 320 milliards d'euros. Un effacement pur et simple semble impossible. Deux options demeurent, allonger la fin du remboursement ou baisser les taux d'intérêt.
Christopher Dembicq, on l'a vu, les enjeux de cette discussion ce soir entre François Hollande et Angela Merkel, ce sera bien sûr la question de la restructuration de la dette. Elle se fera, ou elle doit se faire, au détriment des créanciers français et allemands. Que va dire la chancelière allemande sur cette question, selon vous? Il y aura certainement une forte opposition, évidemment, de l'Allemagne qui ne souhaite pas aborder le sujet, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que du point de vue économique, la dette grecque n'est pas soutenable. Donc il faudra passer tôt ou tard par un effacement partiel, ce qu'on fait déjà habituellement pour d'autres pays. Simplement, évidemment, on est dans la zone euro. Il y a donc une certaine fébrilité à cet égard, sachant que des montants extrêmement importants ont été prêtés à la Grèce au cours des dernières années. Ce qu'il est important de voir, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les cas, il n'y avait pas d'urgence à traiter ce dossier. Simplement, le gouvernement grec voulait avoir un assise politique un peu plus importante dans le cadre des négociations. Mais on le sait, par exemple, les remboursements, notamment des dettes aux créanciers, à l'Europe, à la France, à l'Allemagne, ne commencent qu'à partir de 2023. Donc on avait certainement encore une marge de manœuvre assez importante. Il aurait fallu probablement plutôt faire des réformes, voir si on aboutissait, et éventuellement négocier dans un deuxième temps un effacement partiel de la dette. Georges Prévélakis, est-ce que le résultat de ce scrutin vous a surpris hier, ce nom qui s'affiche victorieux avec 61,31% des voix? Écoutez, je dois dire que j'ai été surpris. Je pensais que ce serait moitié-moitié. Mais si je dois parler en tant que géographe, ce n'est pas très surprenant. En fait, il y a deux Grèces qui s'opposent. Je dirais que c'est la Grèce de la montagne, c'est la Grèce balkanique, c'est la Grèce de la fermeture, de la résistance d'un côté. Ensuite, c'est la Grèce de la mer, de l'ouverture du contact avec le monde extérieur. Et l'histoire de la Grèce moderne tourne autour de cette dialectique. Alors, je ne dirais pas que la composante, disons, d'ouverture maritime représente uniquement 40%, parce qu'il faut savoir aussi qu'à côté des Grecs qui ont voté, qui sont en Grèce, il y a aussi la diaspora grecque, dont je fais partie. Donc, il y a aussi une Grèce à l'extérieur du territoire qui est ouverte au monde, qui souhaite le contact. Mais c'est tous ces débats, toute cette, si vous voulez, cette aventure de la crise, et même avant la crise, de décennies au sein de l'Union européenne, parce que la crise, c'est le résultat de cette période pendant laquelle la Grèce, grâce à la générosité de l'Europe, est devenue un État rentier. Et c'est cette rente, cette facilité, qui a finalement détruit, créé une érosion interne de la capacité de production. Alors donc, on est à la fin de ces cycles, à la fin, et au début d'un autre cycle éventuellement. Une nouvelle période d'incertitude s'ouvre effectivement aujourd'hui. Je pense qu'on est dans un tournant très dangereux, qui peut-être va conduire à une terrible épreuve, mais qui va renouveler la Grèce et l'Europe. Donc je dirais, on redécouvre le fondamentaux de la géographie et de la géopolitique, la mer et la montagne, l'ouverture et la fermeture, dialectique qui existe depuis l'Antiquité entre Sparte et Athènes. Hélène Conway-Mouret, effectivement, il y aura un après 5 juillet. Effectivement, c'est une nouvelle période qui s'ouvre notamment pour l'Europe et l'avenir de l'Europe aujourd'hui. Oui, absolument. Je crois qu'il faut justement, il est important de parler de la position géopolitique, géostratégique de la Grèce. On en a peu parlé jusqu'à présent. On a beaucoup parlé des conséquences d'un point de vue économique et mais financier. C'est quand même une porte d'entrée sur l'espace Schengen. Il ne faut pas l'oublier. Avec, comme l'Italie, aujourd'hui, un pays sous pression, avec une arrivée massive de réfugiés qui viennent de zones de conflit que l'on connaît. Et donc, aujourd'hui, je crois que nous avons tous intérêt à aider ce peuple. En effet, des erreurs ont été commises. Je crois qu'il y a eu un manque de soutien, peut-être au niveau des réformes dont l'État avait besoin. L'État a peut-être reçu en effet une aide financière, mais il avait besoin de se restructurer, de se réformer. Cela n'a pas été fait. Et en même temps, aujourd'hui, on a une population qui souffre. Enfin, je suis allée plusieurs fois à Athènes. J'ai là rencontré des associations de Français qui aujourd'hui ont créé des épiceries sociales pour pouvoir nourrir des gens qui ne peuvent pas. Oui, mais je crois que nous parlons beaucoup d'économie, ce qui est normal. Nous parlons beaucoup de politique parce que c'est un coup politique qui a été réalisé par le Premier ministre grec. Mais il y a aussi la situation sociale et qui explique, je crois, en partie aussi le résultat au référendum. Philippe Juvin, est-ce qu'il y aura des conséquences, un chaos économique et social à prévoir en Grèce après le non des Grecs à ce référendum? La réalité, c'est que personne ne sait quelles seraient les conséquences économiques, politiques, géostratégiques, vous avez raison. Elles sont importantes, effectivement. Et elles sont probablement importantes. Et c'est vrai que ça peut être le chaos, ça peut être aussi une sortie organisée. Non, la vraie question, c'est que même si nous avions une baguette magique
pour annuler la totalité de la grecque dette. La question, c'est que se passerait-il? Eh bien, derrière, le vrai souci de la Grèce, c'est qu'il n'y a pas, pardonnez-moi, mais il n'y a pas d'administration au sens où nous l'entendons en France, en Allemagne, en Italie. Quand un ministre arrive en France, en Italie ou en Allemagne, il appuie sur un bouton, une politique se met en route. Ce n'est pas le cas en Grèce. Je vous ai raconté l'histoire du cadastre. Il n'y a pas de cadastre en Grèce. Donc ce défaut d'administration, ce défaut de mise en route d'une classe politique qui est, pardonnez-moi, éduquée, non pas qu'elle n'est pas éduquée, mais on connaît la corruption. Au Parlement européen, je suis responsable des questions de marché public. Et je peux vous assurer que la question des marchés publics, avec leur obligation de transparence, de mise en concurrence, bref, de loyauté en Grèce, mais c'est une affaire, tout le monde me regarde avec des yeux incroyables. Bref, la Grèce n'a pas l'appareil administratif pour sortir du trou, n'a pas l'appareil productif pour faire ce que les Portugais. Donc, qu'est-ce que vous préconisez, Philippe Juvin? Il faut bien, comme l'a dit Alain Juppé, c'est ça? Ce sont ces fameuses réformes, la mise en place d'un cadastre, la mise en place de marchés publics qui soient respectés, la mise en place d'une administration qui obéisse à des ordres de ministres responsables, la fin de la corruption. C'est tout ça aussi, mais on en est très loin. Donc, moi, j'aime la Grèce. Je ne veux pas qu'elle sorte de la zone euro. Mais il faut, mais pas à n'importe quel prix. Georges Prévélakis, vous souhaitez réagir? Je ne vais pas vous contredire, hein, parce que vous faites... Si, allez-y, on est là pour en débattre, justement. Allez-y. Vous faites un diagnostic, mais il est un peu figé. C'est-à-dire, je pense... Et ça conduit à la conclusion que, d'une certaine manière, les Grecs sont dans l'erreur par leur nature. Il faut voir le processus. Quand la Grèce est entrée en Europe, aux communautés européennes, bon, tous ces phénomènes existaient très peu. C'était un État qui fonctionnait, c'était une économie qui fonctionnait. Et je pense que c'est là où on doit tirer des enseignements pour l'Europe. Comment, à la place de convergence, on est arrivé à la divergence? Et vous allez nous dire que c'est à cause de l'Europe? Non, mais écoutez, je pense que les accusations, nous sommes ensemble. Hein, c'est pas la Grèce et l'Europe. Nous sommes ensemble, nous sommes face à un problème. Je considère que le grand déficit de l'Europe dans le cas grec, c'était un déficit intellectuel. C'est comme les Américains face au terrorisme. Ils ont, après l'attaque de Twin Towers, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté que leur problème, c'était que les systèmes de renseignement avaient changé et qu'ils étaient en faute d'un point de vue intellectuel. Je pense que c'est le même problème que nous avons en Europe. C'est intellectuel. Si vous regardez, pour ne pas aller au début, si vous voulez, de la période de l'entrée de la Grèce à l'Union européenne, seulement la crise. Comment est-ce qu'on a traité le problème grec? À travers la petite lentille de techniciens, des économistes. La politique, dans le sens, pas de la tactique politique, mais de la vision politique, a été complètement absente. La réflexion, pourquoi on est arrivé là? Pourquoi un pays, quand même, avec tous les atouts qui a commencé de manière tout à fait convenable, comment est-ce qu'il est arrivé là? Alors, vous parlez de encore un dernier point, la classe politique que vous voyez ici, que vous critiquez, et vous avez raison, hein, à quelques exceptions près, mais c'est la classe politique qui a résulté d'une sélection dans les cadres du contexte européen. Les hommes politiques et les femmes politiques qui étaient sérieux ont été écartés du pouvoir parce que les messages qui étaient envoyés par l'Europe, c'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi sans conséquence. Georges Prévélakis, oui, on va poursuivre ce débat, mais tout de suite, eh bien, je vous propose de voir un portrait de Yanis Varoufakis. C'était la bête noire de Bruxelles. Le ministre grec des Finances a démissionné ce matin. Son départ surprise pourrait faciliter peut-être la poursuite des négociations pour Alexis Tsipras, le Premier ministre. Son portrait signé Sandra Cerquera. Carrure d'athlète, sac à dos, col de chemise ouvert, un style décontracté qui détonne à Bruxelles. Yanis Varoufakis, atypique ministre grec des Finances de 54 ans, séduit autant qu'il exaspère. Avide de médias, il a usé et abusé de phrases choc, au point de devenir la bête noire de Bruxelles. Jugé provocateur et donneur de leçons, les membres de l'Eurogroupe préféraient même quand ils n'assistaient pas aux réunions. L'Eurogroupe a utilisé des méthodes de terroristes en nous menaçant d'accepter un accord qui n'était pas viable. Maintenant, alors c'est quoi le terrorisme? C'est poursuivre des objectifs politiques en faisant peur aux gens, une peur désolante. Un économiste qui se définit comme marxiste et qui milite depuis le début de la crise pour l'effacement de la dette grecque. C'est sous le surnom de Monsieur Catastrophe qu'on le découvre à la télévision grecque. Il fait partie d'un petit groupe d'experts qui avait prédit la crise des subprimes. Mais c'est en critiquant en 2010 les plans de sauvetage de la Troïka qu'il se rend célèbre, s'attirant au passage l'hostilité des dirigeants grecs, au point de devoir s'exiler aux États-Unis en 2011.
Alexis Tsipras le convainc de s'engager en politique avec Syriza en janvier dernier lors des législatives. Député le mieux élu, il a une forte légitimité et devient vite le ministre le plus populaire. Sa démission passe mal dans les rues d'Athènes. Ils ont trouvé la victime sacrificielle, c'est M. Varoufakis. Mais la vraie question, c'est de pouvoir changer la situation, d'aider le peuple, on a faim. Il y a des gens qui meurent. Les 5 dernières années, il y a eu 10 000 suicides. Il a eu beau répéter qu'il n'était pas contre l'Europe, ni l'euro, ni contre les Allemands. Son tempérament explosif aura eu raison de son poste. Pour négocier un accord, Tsipras savait que son ministre des Finances serait un obstacle. Et nous sommes en ligne en direct d'Athènes avec notre correspondante Angélique Kourounis. Bonsoir Angélique. Alors, quelle est l'ambiance sur place au lendemain du non du peuple grec? Comment ont-ils réagi aux résultats de ces référendums? Eh bien, ils ont réagi de façon plutôt positive parce qu'ils étaient eux-mêmes étonnés d'avoir réussi cet exploit à faire voter non par 61,3%, alors qu'il y a eu vraiment une campagne médiatique extrêmement négative, extrêmement prenante, notamment par les médias grecs. Donc hier, ils ont dansé jusqu'à 3 h du matin, place de la Constitution, devant le Parlement. Ils étaient extrêmement heureux, extrêmement surpris. Et puis aujourd'hui, la vie a repris son cours, les banques sont toujours fermées. Et le gros du problème, c'est pas pour le quotidien des Grecs, le gros du problème, c'est pour les entreprises qui n'ont plus de liquidité pour tourner. Une rencontre entre François Hollande et Angela Merkel se tient en ce moment même à l'Elysée. Qu'en attend le gouvernement grec, Angélique? Eh bien, le gouvernement grec attend de voir ce qui va se dire entre M. Hollande et Mme Merkel. Le gouvernement est sûr de sa légitimité populaire qui a été répétée. C'est-à-dire, on a d'abord eu des élections qui ont porté le Syriza au pouvoir. Et puis là, on a plus de 61% de gens qui se sont prononcés contre une politique d'austérité. Donc, ils vont répéter, en fait, le message du 25 janvier. Oui à l'euro. On veut résoudre la crise sans austérité, en tout cas pas plus qu'il n'en faut. Dans le cadre de l'euro, ils ont répété le message, ils sont conséquents avec eux-mêmes. Ce que les Grecs maintenant demandent, et ce que le gouvernement demande, c'est son mandat, c'est de pouvoir faire une autre Europe. Une Europe qui ne soit pas automatiquement libérale, une Europe qui soit plus sociale. Et surtout, ils demandent de la possibilité et le droit de tenter cette autre voie, parce que la voie précédente appliquée depuis 5 ans dans le pays n'a pas donné les résultats escomptés. Je donne quand même quelques chiffres, 28% de chômage dont 60% de jeunes, un tiers de Grecs sous seuil de pauvreté, et autant qu'ils n'ont pas accès aux soins. Donc ça ne peut pas continuer du point de vue des Grecs. Ils veulent une autre politique dans le cadre de l'Europe. Merci beaucoup Angélique pour toutes ces précisions. Nous poursuivons notre édition spéciale en direct sur Public Sénat. Hélène Conway-Mouret, ce non, cela veut dire des Grecs, cela veut dire aussi que l'austérité a eu des effets désastreux? Absolument, il faut se souvenir qu'en 5 ans, le PIB de ce pays a chuté de 25%. Enfin, c'est ce que l'on voit normalement dans un pays qui sort d'une période de conflit. Donc on voit bien que ce qui a été fait il y a 5 ans n'a pas marché, que ce pays est allé dans une impasse, ils avaient la tête contre le mur et le peuple a réagi. Donc moi je pense qu'il ne faut pas stigmatiser, il ne sert à rien de dire tout ça est de la faute des Grecs, ils auraient dû s'organiser, ils devraient changer, il ne faut pas qu'ils partent à la retraite à 55 ans. Je crois que le débat n'est pas là. Aujourd'hui le débat est dans quelle solidarité, de quelle solidarité doit faire preuve l'Europe si elle veut continuer à travailler à 28, si elle pense que cet espace Schengen et cette liberté de mouvement à la fois des marchandises, mais aujourd'hui des personnes, et là je pense qu'il faut ramener le débat au social, on n'en parle pas suffisamment, on a parlé du politique pour expliquer la tenue du référendum, mais tout ça s'explique aussi par ce que veulent les gens. Et je crois que en effet, c'était un coup politique. Le Premier ministre grec a pris tout le monde par surprise. C'était peut-être pas bien, mais en même temps, c'est peut-être une façon pour nous de réfléchir à nouveau à ce que nous voulons, quel type d'Europe voulons-nous et pour qui? Christopher Dembik, on revient aussi à la question sur place et la question des banques. On l'a appris, les fermetures des banques sont prolongées jusqu'à mercredi. Quel est l'état de santé financière des banques en Grèce? Déjà, je voudrais dire que c'est une bonne nouvelle que les banques soient fermées car on évite un scénario catastrophe qui va se précipiter. Aujourd'hui, les banques grecques clairement ne sont pas solvables. Elles sont maintenues à flot grâce à la politique de la Banque centrale européenne qui fournit tout simplement des liquidités régulièrement aux banques grecques. Ce qu'il est important de voir,
savoir, c'est que ces liquidités qui sont fournies aux banques grecques, elles permettent à l'État de se refinancer. C'est ce qui permet au final de payer éventuellement les fonctionnaires et aussi les retraites. Donc ça a une importance extrêmement cruciale. Simplement, le problème, c'est que la BCE déjà enfreint, ou du moins est à la limite de son mandat, parce que normalement, elle ne peut pas soutenir des banques qui ne sont pas solvables. Aujourd'hui, la BCE prend une décision politique, tout simplement parce qu'il n'y a pas de leadership politique au niveau européen pour mener les négociations. Donc la BCE, Mario Draghi, qui n'est pas élu, qui n'a donc pas un mandat démocratique, finalement joue le rôle que pourrait occuper un président européen, Angela Merkel, le couple franco-allemand éventuellement. Donc on est dans une situation qui est un peu complexe. Les banques, on sait qu'elles peuvent éventuellement continuer sur cette lignée encore quelques semaines, maximum peut-être 20 jours, 15 jours. Elles n'ont plus quasiment de liquidité et on est dans une situation où aujourd'hui, il faudra non seulement sauver, si on accepte de sauver la Grèce, mais surtout un système bancaire qui va coûter plusieurs dizaines de milliards à sauver. Philippe Juvin, je vois faire oui de la tête que vous inspire la situation des banques grecques. La Grèce est à sec. Elle m'inspire deux choses. Elle doit émettre sa propre monnaie. C'est une hypothèse qui a été avancée. Elle m'inspire deux choses. D'abord, la zone euro, c'est une copropriété. Nous sommes 19 et il y a un règlement de copropriété. Et il n'est pas possible qu'un des copropriétaires, en l'occurrence le gouvernement grec, dise « moi je ne suis pas d'accord sur le règlement et je veux que le règlement qui s'applique à moi ne soit pas le règlement qui s'applique aux autres ». Ça c'est le premier point. Deuxième point, moi je dis une chose très simple et j'accepte évidemment la souveraineté du peuple grec qui a pris une décision de manière souveraine. Donc il faut respecter cette décision. La toute petite difficulté, c'est qu'en face, il y a 18 autres souverainetés, 18 autres peuples qui ne sont pas d'accord. Et donc, on ne peut pas jouer, le peuple grec ne peut pas jouer nous contre les autres. Et quand M. Varoufakis, avant-hier, a traité de terroristes les autres membres de la zone euro, vous conviendrez que ce n'est pas une manière de trouver un accord. Or, le club européen... Il a démissionné. Oui, mais enfin, les questions de personne, personne ne va le regretter. Mais le fond subsiste. La vraie difficulté, elle est, est-ce que le gouvernement grec a la volonté de participer d'une manière loyale, fair, comme disent les anglo-saxons, au club de la monnaie unique? Moi, je l'espère. Mais jusqu'ici, on n'en a pas vu le début. Quant à ce que vous disiez sur le gouvernement de la zone euro, je pense que c'est fondamental. Depuis le mois de janvier qu'on sent la vague arriver, qu'a-t-on fait pour renforcer le gouvernement de la zone euro? En réalité, depuis la disparition de la France de la scène politique européenne, et je suis bien placé au Parlement européen pour vous le dire que c'est vraiment le cas de tous les jours, eh bien rien. Nous laissons faire et il n'y a plus de gouvernance en Europe, si ce n'est Angela Merkel, mais qui souffre de l'absence de François Hollande. Georges Prévélakis, plusieurs choses ont été dites effectivement sur la situation financière des banques. Comment c'est perçu ça par le peuple grec? Très très inquiet, on a vu encore aujourd'hui. Encore une fois, je pense que les choses sont assez contradictoires. C'est-à-dire, d'ailleurs, ça a été démontré par les résultats du référendum. Bien sûr, c'est une souffrance, mais ça touche certaines catégories, pas toutes les catégories. Ce sont les retraités qui n'ont pas eu l'intelligence ou l'information pour mettre de l'argent de côté, etc. Donc, mais en même temps, on voit que la réponse au référendum montre qu'il y a une sorte, comment dire, de réaction, de refus de ce qui peut paraître comme des pressions. Ça montre encore une fois que... Parce qu'il faut dire, c'est la première fois peut-être qu'il y a eu autant de pression extérieure à l'occasion d'un référendum au sein de l'Union européenne. Oui, non, je pense que... Moi, c'est que je vais retenir, parce que je vais revenir à la question du rapport entre l'Europe et la Grèce, parce qu'on voit bien qu'il y a une incompréhension. C'est comme ça, oui. Ouais. Non, mais je veux dire... Moi, je pense, écoutez, moi je travaille en tant qu'universitaire, je travaille beaucoup sur les représentations. Et je pense que vraiment le problème, qui n'est pas nouveau, qui date du 19e siècle, il y a un problème, c'est-à-dire il y a un imaginaire européen en ce qui concerne la Grèce, qui est basé sur la connaissance de l'histoire, le rôle de la thématique grecque dans la construction de l'Europe, etc. Donc, on ne connaît pas ni les Grecs ni la Grèce. On ne connaît pas. Et ça, c'est quelque chose que certains Grecs qui manipulent la politique exploitent pour justement tirer des avantages et pour se débarrasser de leurs adversaires. C'est pour ça que je parlais de la classe politique, de leurs adversaires qui sont sérieux. Donc, je veux dire, ce dont on a besoin, c'est que moi, je pense que l'Europe doit apporter en tant que générosité. Ce n'est pas tellement l'argent, c'est l'attention, c'est la concentration, c'est la compréhension.
on passe très rapidement parce qu'on pense qu'on comprend, parce qu'on pense qu'on connaît. Et le résultat, c'est qu'on arrive à des situations impossibles où toutes les options sont mauvaises. Philippe Juvin et après... La question de la compréhension, vous avez raison, est fondamentale. Mais moi, j'ai un autre exemple à vous donner. Je suis allé au Parlement grec il y a 2 ans pour rencontrer mes collègues du député grec. Et j'ai été frappé par une chose incroyable. Tous les députés, tous, de droite à la gauche, m'expliquait une seule chose. Il me disait, la situation catastrophique que nous vivons, c'est à cause de l'Europe, virgule, c'est à cause de l'Allemagne. Et ça, tous les partis politiques me le disaient. Et donc, il y avait une capacité de la classe politique grecque à dire, nous n'y sommes pour rien, les autres sont responsables. C'est ça qui m'inquiète. La germanophobie était terrible. Je vous invite à rencontrer d'autres personnes politiques que je peux vous indiquer. Certains qui sont en politique et certains qui ont été exclus de la politique. Tous les députés. Et vous allez voir qu'il y en a d'autres qui ne sont pas les plus visibles. Vous souhaitiez réagir? Allez-y, madame. Moi, je voulais dire que la dramatisation de la campagne, finalement, n'a pas payé. Point numéro 1. Point numéro 2, de dire que la France, et de répéter que la France est absente en Europe est quand même... C'est un fait, oui. Mais ce n'est pas vrai. Alors pourquoi Angela Merkel est venue ce soir la rencontre de ce soir nous dira Philippe Juvin. François Hollande, si elle ne parlait pas... La semaine dernière, il était en Afrique pour de bonnes raisons et je l'accompagnais, je pourrais vous en parler après. En tout cas, que François Hollande ait été dans son bureau à l'Élysée ou en Afrique n'aurait eu aucune différence, n'aurait fait aucune différence sur ce qui s'est passé. Il aurait dû aller à Athènes, négocier... Enfin, voilà, il fallait montrer la politique, présente et a un rôle à jouer. Et elle le joue par la politique menée par le président de la République. Non, moi je pense, et je voudrais revenir là-dessus, je pense qu'il faut arrêter de stigmatiser les gens. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de s'asseoir autour d'une table. C'est ce qui va se passer demain. On ne fait ça que depuis le mois de janvier, on n'arrête pas. Demain, à l'occasion du sommet européen. Oui, absolument. Et je pense là que les Grecs vont arriver avec des propositions sérieuses, il faut l'espérer, et que pour la première fois, il faudra bien que l'ensemble des pays européens aident la Grèce, non pas simplement financièrement, mais à restructurer ce pays et à l'aider dans ses réformes et l'accompagner, parce que la politique d'austérité n'a pas payé. Christopher Demby, peut-être, oui. Un mot sur les réformes à venir. Madame, c'est faux. Depuis 3 ans, on envoie des hauts fonctionnaires européens et de tous les pays pour aider l'administration grecque. Bien sûr. Philippe Juvin, s'il vous plaît. On va faire agir Christopher Demby. Excusez-moi. Pas de problème. Alors, entendu, allez-y. Globalement, sur les réformes, ce qu'il faut voir, c'est que bien sûr, on aura une question qui va être la TVA. Mais la hausse de la TVA, on sait que ça va avoir un effet extrêmement récessif. Et aujourd'hui, le problème aussi en Grèce, c'est qu'on est dans une situation où on a à la fois un système bancaire qui est en faillite, une récession qui est inévitable, une consommation qui est en berne, et aussi le gros problème qui est la collecte effectivement des impôts, où il y a vraiment une marge de manœuvre extrêmement importante à avoir. On peut prêter de l'argent. Ce qui est important de rappeler, c'est que l'argent qui est prêté, initialement, elle est à un taux d'intérêt. Donc potentiellement, aujourd'hui, ces taux d'intérêt sont mis à disposition de la banque grecque, mais sont sur un compte placé à la banque centrale grecque. Mais ce qui est important de voir, c'est que cet argent ne sera débloqué uniquement si on a l'unanimité au niveau des créanciers. Si l'Allemagne, par exemple, accepte de débloquer cet argent. Merci. Il est 19h. Bienvenue en direct sur Public Sénat si vous nous rejoignez. Édition spéciale sur notre antenne. L'actualité, c'est la Grèce qui dit non à l'Europe. Conséquences et analyse de la situation. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Une rencontre a lieu à l'Élysée entre Angela Merkel et François Hollande. En ce moment même, les deux chefs d'État sont réunis pour un dîner de travail avant une déclaration commune. Parviendront-ils à parler d'une même voix avant le sommet européen de Bruxelles demain? Nous sommes en direct avec Sophie Normand-Couturier, en direct de l'Élysée. Bonsoir Sophie. Alors où en est-on des discussions ce soir? Bien écoutez, les deux dirigeants sont toujours en tête-à-tête. On attend une déclaration commune d'ici à 19h30. François Hollande et Angela Merkel devraient parler d'une seule et même voix. En attendant, eh bien, l'entretien se poursuit. Il s'agit pour eux d'évaluer les conséquences du référendum en Grèce et surtout d'accorder leur violon à la veille du sommet de la zone euro. L'objectif pour eux est d'arriver demain à Bruxelles avec une position commune. Et pour cela, François Hollande joue le rôle de médiateur entre Athènes et le camp des durs en Europe. C'est Angela Merkel qui fait le déplacement à Paris. Hier soir, c'est avec François Hollande que le Premier ministre grec Alexis Tsipras a tenu à s'entretenir par téléphone à l'issue du référendum. Des symboles forts et avec eux, eh bien, c'est le couple franco-allemand qui devrait revenir sur la scène européenne.
Merci beaucoup Sophie. Au cœur des discussions ce soir entre François Hollande et Angela Merkel, vous venez de l'entendre, la restructuration de la dette. Cette dernière atteint environ 176% du PIB et elle est devenue, au dire même du FMI, insoutenable pour le pays. Tous les économistes assurent qu'il est simplement impossible pour Athènes de la rembourser. Géraldine Bavoilo. Qui sont les créanciers de la Grèce? Il y a d'abord le Fonds monétaire international. La Grèce lui doit près de 30 milliards d'euros. La position de sa présidente, Christine Lagarde, est floue. Elle peut se montrer flexible, mais n'hésite pas à envisager un Grexit, c'est-à-dire une sortie de la zone euro si le pays ne rembourse pas les mensualités. Ensuite, la Banque centrale européenne, à hauteur de 25 milliards d'euros. Son président, Mario Draghi, souhaite un accord solide avec celui qu'il appelle son ami, Alexis Tsipras. C'est l'institution qui a le plus de pouvoir, car c'est elle qui alimente les banques grecques. Enfin, les États membres de l'Union européenne. Réunis, la Grèce leur doit 190 milliards d'euros. Ce sont les moins exigeants sur le remboursement, sauf pour l'Allemagne, qui ne souhaite pas une restructuration de la dette. C'est la Banque centrale européenne qui a le plus de pouvoir en tout cas, puisque c'est vraiment la Banque centrale européenne qui est capable d'alimenter les banques, de faire que c'est vraiment la seule perfusion qui reste aux banques grecques, c'est la Banque centrale européenne, parce qu'elles ne peuvent plus se financer à long terme sur les marchés. On voit qu'il n'y a pas d'accord encore entre les créanciers et la Grèce, donc elles ne peuvent pas, les banques ne peuvent pas et l'État compter sur une aide extérieure. Donc les seuls qui finalement fournissent de la liquidité, c'est la Banque centrale européenne. Donc c'est vraiment à ce niveau-là que se joue l'avenir des banques grecques. En tout, la Grèce doit 320 milliards d'euros à ses créanciers, c'est 175% de son PIB. Et nous poursuivons notre édition spéciale avec de nouveaux invités qui nous ont rejoints sur ce plateau ce soir. Nicole Bricq, bonsoir. Ancienne ministre, vous êtes sénatrice socialiste de la Seine-et-Marne. Merci d'être avec nous. J'accueille également sur ce plateau Yann Verling, bonsoir. Porte-parole du MoDem, vous êtes conseiller de Paris. Merci d'être avec nous. Également Philippe Juvin, je vous représente, porte-parole des eurodéputés. Bonsoir. Les Républicains, merci d'être avec nous. Et enfin Liam Wangnok, bonsoir. Ancien député européen, vous êtes économiste. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Nicole Bricq, on l'a vu, une déclaration commune est attendue d'ici peu entre François Hollande et Angela Merkel. Est-ce que la France et l'Allemagne parviendront à parler d'une même voix ce soir sur la crise grecque ? C'est souhaitable, avant d'aborder l'Eurogroupe demain, que les deux premières puissances économiques s'entendent. Et je pense que c'est bon signe si une déclaration commune est prévu, parce que maintenant, il faut reprendre le fil de tout ça, de cette situation à la fois inédite et originale, puisque, si j'ai bien compris, le vote qui renforce la légitimité de Tsipras, être le Premier ministre grec, c'est un nom qui veut dire oui, si j'ai bien compris. Donc, il faut reprendre le fil de la discussion sur de bonnes bases, c'est-à-dire bien comprendre le problème qu'il aurait posé, la Grèce, qui est ancien. C'est un problème de solvabilité. La déclaration du FMI le dit. Et on sait très bien qu'il faudra un rééchelonnement de la dette. La différence entre la France et l'Allemagne, je crois, elle est plus une question de timing. La chancelière, qui a elle-même ses contraintes politiques, elle a une base électorale qui est très défavorable. Elle a pas beaucoup de marge de manœuvre, effectivement, voilà. Angela Merkel ce soir. Et donc, peut-être que le président de la République française en a plus. Il a toujours voulu être un lien entre les Grecs et l'Eurogroupe. Mais peut-être aurait-il fallu intervenir plus tôt. Mais enfin, ça ne sert à rien de ressasser le passé. Ouais. Maintenant, il y a une situation nouvelle à laquelle il faut faire face. Et enfin, il faut quand même remonter à l'origine de cette affaire. Parce qu'en 2011, j'ai entendu la déclaration du président, de l'ancien président de la République, M. Sarkozy. Il faut quand même un peu lui rafraîchir la mémoire. Il y a quand même eu un moment où tout est parti dans le mauvais sens. Et on n'a jamais rectifié le tir. C'est le sommet de Deauville, il a été calamiteux. Donc il faut quand même avoir cette mémoire en tête. On savait très bien au départ qu'il faudrait envisager des solutions de court terme, de moyen terme sans doute, et de long terme. Ouais. Là, on est maintenant... Alors, on attend d'ici peu, vous le voyez sur ces images, la conférence de presse est prête, on voit les pupitres, on attend Angela Merkel et François Hollande qui doivent s'exprimer. D'ici peu, Yann Verling, les négociations sont-elles définitivement rompues entre la Grèce et ses créanciers ce soir ?
Mais je crois qu'il ne faut pas envisager le pire. C'est vrai que M. Tsipras a joué avec le feu, il a fait son référendum et les Grecs n'ont pas répondu à la question de savoir s'ils voulaient sortir de la zone euro ou pas. Ils ont répondu à une autre question. Absolument. Donc ils ont répondu je pense qu'au fond, ils ont envie de rester dans la zone euro, les Grecs. Et je crois qu'il ne faut pas souhaiter que la Grèce sorte de la zone euro. Ce serait ni bon pour les Grecs, ni bon pour les Européens. Et maintenant, les négociations doivent reprendre. Mais en même temps, c'est aussi à M. Tsipras de maintenant faire des propositions. Des choses ont été faites de part et d'autre. Peut-être que beaucoup de choses ont été cafouilleuses ces derniers temps et que maintenant il va falloir se remettre à l'ouvrage. Mais M. Tsipras doit faire des propositions très claires sur comment il voit la restructuration, comment il voit les réformes de fond qui sont attendues de lui. Est-ce qu'il y aura un cadastre demain en Grèce, par exemple? Est-ce qu'on pourra relever des impôts correctement comme dans tous les pays? Voilà des questions claires qui lui sont posées. Alors, Liam Wangno, quelle analyse faites-vous de ce non très net hier qui est sorti des urnes en Grèce? Mais contrairement à ce que vient de dire M. Verling, la question posée, c'était pas pour ou contre l'euro. La question posée, c'était pour ou contre le mémorandum. Plusieurs questions étaient en filigrane, on pouvait voir plusieurs questions dans le référendum grec. Et comme le peuple grec avait dit une première fois non lors de l'élection de M. Tsipras au mémorandum, là, il a fallu rappeler une deuxième piqûre de rappel à l'Eurogroupe pour dire que le peuple grec voulait rester dans l'euro, mais refuser les mémorandums qui jusqu'alors ont échoué, puisque la dette ne s'est pas réduite et l'économie grecque ne repart pas. Donc le vrai sujet aujourd'hui, c'est est-ce que l'Eurogroupe va accepter que, en restant dans l'euro, on puisse appliquer une autre politique économique, et notamment appliquer une politique voulue par un peuple qui s'est souverainement prononcé par 2 fois. Et ce qui est valable pour la Grèce le sera ensuite pour d'autres pays qui souhaitent changer de politique. Et le vrai débat, c'est le respect de la démocratie aujourd'hui. Et moi, je ne comprends pas que aujourd'hui, il y ait des dirigeants européens qui jouent avec le feu. Par exemple, je trouve que M. Schulz est extrêmement indigne de sa fonction de président du Parlement européen en faisant les déclarations qu'il a faites à l'encontre de la Grèce, en voulant imposer un gouvernement de technocratie. Non, vous avez voté pour Schulz. Nous avons été parlementaires vous avez voté ensemble. Vous avez été sur les mêmes rangs. Et moi, je trouve ça indigne parce que il est président d'un Parlement qui a voté lors de la précédente mandature un rapport mettant en cause la légitimité démocratique de la Troïka et mettant en garde contre l'inopérabilité des politiques économiques imposées dans le cadre des mémorandums. Donc je trouve que là, il y a 2 poids 2 mesures et je trouve que les sociodémocrates allemands jouent un jeu dangereux. Et quand j'entends M. Sigmar Gabriel dire que la Grèce le ministre de coupe les ponts avec l'euro, je comprends pas bien. Et donc je pense que M. Hollande aujourd'hui a un rôle clé aujourd'hui comme socialiste français pour... Alors on va voir justement depuis Berlin comment est perçu. Peut-être remettre un peu de l'ordre dans la réponse des Grecs à l'Europe. Il peut peut-être aujourd'hui réorienter la construction européenne. Il ne l'a pas fait en arrivant. Il ne doit pas manquer la deuxième occasion. Alors on va prendre tout de suite la direction de Berlin avec Hélène Kohl, notre correspondante sur place. Bonsoir Hélène. Alors en Allemagne, comment a-t-on réagi au nom des Grecs? On le sait, les Allemands estiment qu'il n'y a plus grand-chose, voire rien à négocier ce soir. Effectivement, depuis hier, eh bien, les digues sautent les unes après les autres ici, jusqu'au résultat dans la soirée hier. Eh bien, la position majoritaire en allemand, il faut le rappeler, c'est en Allemagne, il faut bien le rappeler, c'était le maintenir la Grèce dans la zone euro. Mais ce non très net au référendum, eh bien, ça a complètement abasourdi les Allemands. C'est un désaveu terrible pour eux. Et on a vu en quelques heures le pays basculer dans la tentation du Grexit. Alors, hier soir, le patron du SPD, Sigmar Gabriel, avec ses mots très durs à l'encontre de Tsipras. Et puis, dès ce matin, les milieux d'affaires, les grands dirigeants économiques, quasiment la majorité de la presse, les grands journaux, les uns après les autres, tout le monde s'est prononcé en faveur d'un Grexit. Et Angela Merkel, clairement, est désavouée dans ce dossier. Elle a été désavouée par les Grecs, elle est maintenant désavouée par son propre pays. Parce qu'officiellement, elle dit qu'elle souhaite encore laisser la porte ouverte à des négociations avec Athènes. Son porte-parole l'a bien dit ce matin. On va voir ce qu'elle dit là ce soir aux côtés de François Hollande. Mais la ligne de la chancelière jusqu'à présent, c'était de négocier malgré tout.
Voilà, clairement, le pays la lâche aujourd'hui. Et donc toute la question, c'est de savoir ce que va faire cette chancelière si elle échoue sur ce dossier grec, qui est le seul dossier qu'elle a géré depuis le début, parce que souvent, à cause des coalitions ici à Berlin, elle a dû céder des grands textes, des grandes réformes à ses partenaires. L'Europe, c'est son précaré, et si elle échoue dans 2 ans face aux électeurs, elle n'aura absolument aucun bilan à mettre dans la balance. Un bilan personnel nul, après plus de 10 ans à la chancellerie, ce serait un fiasco politique. Et c'est peut-être la chance de François Hollande ce soir de saisir au bon cette possibilité qu'a la chancelière de sauver son bilan politique en tendant la main aux Grecs, même si, encore une fois, on l'a vu aujourd'hui, l'Allemagne maintenant ne rêve plus que d'une chose, c'est d'un Grexit. Merci beaucoup Hélène. Philippe Juvin, on l'a entendu, la chancelière allemande n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Elle pourrait se saisir de cette rencontre ce soir avec François Hollande pour elle-même se relancer dans son propre pays. Enfin, Tsipras, jusqu'ici, a souhaité la solidarité de la zone euro sans en appliquer les règles. Moi, je crois qu'effectivement, beaucoup de temps a été perdu ces dernières semaines et ces derniers mois. Et ce dont la France n'a absolument pas besoin, c'est d'un surcroît d'instabilité dans la zone euro. Maintenant, la légitimité du gouvernement grec est incontestable, mais la légitimité, de Mme Merkel est incontestable aussi. Pardonnez-moi, mais M. Tsipras n'est pas plus le président de l'Europe. Mme Merkel a été élue puis réélue. Le peuple grec s'est exprimé, le peuple allemand aussi s'est exprimé. Les attentes sont fortes, on l'apprend à l'instant. La Maison-Blanche également, Philippe Juvin, appelle la Grèce et l'UE à trouver un compromis. Absolument, c'est toute la question de la difficulté de la zone euro. La zone euro, ce n'est pas la Grèce contre les autres, c'est 19 souverainetés qui doivent travailler ensemble. Il faut arrêter en disant la Grèce a tous les droits alors que les autres n'auraient rien à dire. Ça, c'est absolument scandaleux. Il y a des tas de petits pays qui ont fait, et des grands d'ailleurs, qui ont fait de grands efforts ces dernières années. L'Espagne, le Portugal, l'Irlande, l'Italie a fait de grands efforts. Et ces grands efforts, aujourd'hui, on est en train de leur dire « Ah mais les efforts ne sont pas nécessaires, vous auriez dû imposer aux autres Européens votre propre règle. » Nicole Bricq, est-ce qu'il faut rester ferme malgré tout face c'est clair. au Premier ministre grec? Je crois que la charge de la preuve est dans le camp de monsieur le Premier ministre grec. C'est à lui de faire effectivement des propositions et il doit s'engager sur un programme de réforme et s'y tenir. Parce que depuis 5 à 6 mois, bon, on n'a pas vu quand même des réformes de fond. Et je crois que... le programme de Syriza, madame. Je crois que... Oui, mais enfin, il faut l'appliquer, son programme. Il y a une réforme fiscale avec un barème et des taux. Oui, non, mais c'est pas qu'un problème de fiscalité. Non, c'est pas vrai, vous réclamez une réforme fiscale, il la propose. À partir du moment où il y a une règle économique de base. Personne ne l'applique. Il faut produire pour pouvoir distribuer. Bon, là, on a continué à consommer et à distribuer. Personne n'applique aujourd'hui le pacte de stabilité, vous savez très bien. Alors, bon, et la dette est devenue insoutenable en Grèce. Où on est rattrapé, par alors on le voit sur ce plateau, effectivement. Donc, il faut faire des réformes. Le référendum grec divise la classe politique en France après le non d'hier. Certains appellent à de nouvelles négociations, tandis que d'autres, on en a parlé, comme l'ancien Premier ministre Alain Juppé, estime qu'il faut organiser, je cite, la sortie sans drame de la Grèce de la zone euro. Quentin Calmé. La crise de la zone euro réveille les fractures idéologiques. Comme lors des dernières élections européennes, la droite affiche des divisions. Quand Henri Guénaud loue un peuple qui dit non à une menace d'asservissement, au siège des Républicains, on évoque d'abord de nouveaux engagements grecs. Une dernière chance doit donc être laissée au gouvernement grec pour retrouver la place qu'elle a aujourd'hui perdue auprès de ses partenaires européens. Une sortie de l'euro, c'est la solution choisie par Alain Juppé. Sur son blog ce matin, il estime que la Grèce n'est plus en mesure aujourd'hui d'assumer les disciplines de la zone euro et de conclure ainsi, nous devons l'aider à organiser sa sortie sans drame. La réponse du ministre de l'économie ne se fait pas attendre. La majorité entend d'abord laisser toutes ses chances aux négociations. Je ne partage pas du tout cet avis. Il y a à la fois des réformes à faire, il y a une responsabilité collective à prendre aussi en termes de solidarité et de refinancement du pays. Mais je pense que celles et ceux qui pensent que tout le problème vient de l'Europe en Grèce se trompent. Celles et ceux qui pensent que tous les problèmes en Europe viennent de la Grèce se trompent aussi.
Pour autant, le résultat d'hier soir divise également cette majorité. Arnaud Montebourg tweet un hommage au peuple grec qui sait défendre son juste intérêt et celui de tous les Européens. Les frondeurs socialistes en profitent pour réclamer un tournant de la politique économique de l'Union européenne. Quant aux extrêmes de l'échiquier politique, on applaudit sans réserve le résultat du référendum. Dès hier soir, les représentants de la gauche radicale laissent éclater leur joie. Tsipras est extrêmement habile et son travail a été très bien pensé. Même chose au Front National où dès ce matin on salue le vote grec. Je pense que c'est un souffle de liberté d'abord, parce que c'est vrai qu'il y a eu un chantage incroyable sur la Grèce, inadmissible, une propagande extrêmement malsaine, et je pense que le peuple grec a voulu d'abord dire non à tout cela. Un référendum qui transcende donc les clivages gauche-droite du spectre politique français. Et on va tout de suite retrouver en direct du Parti Socialiste à Paris Jean-Baptiste Daoulaz. Bonsoir Jean-Baptiste, un bureau national se tient en ce moment même. Le nom des Grecs est-il de nature, Jean-Baptiste, à raviver les tensions, on sait même, du Parti Socialiste ? Eh bien, je peux vous dire que ce bureau national se tient vraiment dans l'attente de cette conférence de presse commune entre Angela Merkel et François Hollande. Et il y a une chose qui unit tous les socialistes, eh bien, c'est l'idée que la Grèce doit rester dans la zone euro. Et ils comptent justement sur François Hollande pour imposer cette idée à Angela Merkel, même si vous allez l'entendre, comme souvent au Parti socialiste, eh bien, tout le monde n'est pas d'accord sur la méthode à appliquer pour y parvenir. L'aile gauche du parti vraiment attend de François Hollande qu'il tape du poing sur la table. L'aile gauche est bien plus clémente avec le gouvernement d'Alexis Tsipras que le courant majoritaire du Parti socialiste. Je vous propose donc d'écouter l'un des leaders de l'aile gauche, Christian Paul, suivi de la porte-parole du PS, Juliette Méadel. Il faut évidemment que la solidarité européenne puisse jouer à nouveau. Ça passe maintenant par une négociation. La négociation doit reprendre. Nous attendons d'ailleurs beaucoup du président François Hollande qui rencontre ce soir la chancelière allemande et il doit faire tomber l'intransigeance de l'Allemagne à propos de la Grèce, mais aussi à propos de l'austérité en Europe. Ce sont maintenant les chefs d'État européens qui doivent se mettre d'accord. Donc la priorité, c'est qu'ils trouvent un accord pour qu'elle reste. Après, oui, sans doute restructuration, mais probablement qu'en échange d'une restructuration, il faudra que la Grèce s'engage à faire de vraies réformes. Il faudra qu'elle montre qu'elle est capable de lever l'impôt. Il faudra qu'elle montre aussi qu'elle est capable d'entendre le message. Il ne faudrait pas que l'effacement de la dette soit possible d'un coup de baguette magique, ou alors c'est la crédibilité de tous les membres de la zone euro qui en seraient affectés. Alors le bureau national du Parti socialiste ne sera sans doute pas terminé avant la prise de parole d'Angela Merkel et François Hollande, mais une petite pause devrait intervenir pour que les socialistes puissent suivre cette conférence de presse qui est, comme je vous le disais, extrêmement attendue. Merci beaucoup Jean-Baptiste, et vous l'avez dit, on attend d'ici peu la conférence de presse, la déclaration commune des deux chefs d'État. On voit le pupitre qui est prêt, François Hollande et Angela Merkel doivent s'exprimer dans un instant. En attendant, on poursuit le débat avec nos invités sur ce plateau, édition spéciale sur Public Sénat. On a vu, il y a des conséquences aussi en matière de politique intérieure suite à ce référendum grec. Yann Verling, est-ce que les politiques d'austérité qui sont un échec, le gouvernement français devra en tenir compte à l'avenir? En tout cas, on ne peut pas dire, comme j'ai entendu François Hollande, que la crise grecque n'aura aucune conséquence sur notre pays. C'est juste pas vrai. Je pense que si demain la Grèce sortait de la zone euro, il y aurait des conséquences. Pour la France, il y aurait des conséquences sur les taux d'intérêt. Et il ne faut pas croire que parce que la Grèce sortirait de la zone euro, les problèmes pour la Grèce elle-même seraient réglés, et encore moins pour l'Europe. Je viens d'entendre à l'instant la porte-parole du Parti socialiste qui disait que ça aurait même un impact sur l'ensemble de la zone euro, parce que si vous n'êtes pas capable de maintenir l'unité dans la zone euro, si vous montrez cette image-là à l'échelle internationale, et notamment auprès de ceux qui prêtent aujourd'hui à un certain nombre d'États de l'Europe pour justement aussi assumer un certain nombre de leurs dépenses publiques, eh bien les taux d'intérêt vont monter pour tous ces États de la zone euro. Et ça va être un effet en chaîne. Donc il faut absolument, évidemment, faire en sorte que tout cela n'arrive pas. Liam Wangnok, on vous a vu, vous étiez présent aux côtés de Jean-Luc Mélenchon hier pour les manifestations. Vous êtes réjoui de ce non au référendum grec. Est-ce que le gouvernement français doit infléchir et doit tenir compte du résultat sorti des urnes dans ses politiques publiques à venir? Oui, moi avec d'autres, j'ai quitté le Parti socialiste parce que les frondeurs avaient clairement échoué à réorienter
la politique que menait ce gouvernement. Bon, maintenant, j'aimerais que demande Christian Paul soit entendu par le président de la République, parce qu'il a une occasion rêvée aujourd'hui de faire ce qu'il a loupé depuis 2 ans, c'est-à-dire réorienter la construction européenne. Et là-dessus, est-ce qu'il va appuyer Syriza, qui a un programme extrêmement crédible, contrairement à ce que racontent les représentants du PS et des Républicains ici. Et le vrai sujet, et le FMI le met désormais sur la table, c'est de restructurer la dette grecque, parce que les Grecs ne peuvent pas s'en sortir autrement. Et cela avait été envisagé avec le gouvernement de M. Samaras, d'allonger la maturité de la dette et de réduire les taux. Et on ne comprend pas pourquoi ce qui avait été autorisé, envisagé avec M. Samaras, serait refusé aujourd'hui à M. Tsipras, alors même que je rappelle que, contrairement à ce que l'on dit, les Grecs réalisent des excédents primaires dans leur budget. Donc ils font des efforts aujourd'hui. Et ils mettent sur la table un autre programme que celui qui jusqu'alors a échoué. Donc le bon sens voudrait que l'Allemagne se rende à la raison. Ce n'est pas elle qui gouverne l'Europe. L'Europe est encore, malheureusement à mon goût, une Europe intergouvernementale, parce que moi je suis clairement pro-européen, et je voudrais qu'on aille plus loin dans l'intégration, mais comme c'est une Europe intergouvernementale, eh bien il faut que la France, qui est une grande puissance, joue tout son rôle pour contredire l'Allemagne. Nicole Bricq, est-ce que la France pourra sortir la tête haute de ces négociations? Est-ce que, en cas d'échec ce soir, ce serait un affaiblissement pour François Hollande? Je crois qu'il a une grande responsabilité. Madame Merkel en a une aussi. Parce que quand même, c'est elle la puissance économique qui se porte le mieux au sein de la zone, et son poids est indéniable. Mais je pense qu'on aurait tort, comme les déclarations, notamment celle de M. Juppé, très précipitées, qui étaient plus à vocation interne à la France qu'à trouver une solution. On aurait tort d'importer pour des considérations de politique intérieure, on sait très bien qu'on est pratiquement en année électorale, des situations qui sont complètement inédites et qui appellent à la responsabilité politique des dirigeants ou de ceux qui prétendent l'être. Parce que le choix, il est très politique aujourd'hui. Et je pense que justement la question qui n'a jamais été abordée vraiment de face, c'est la question dans la zone euro d'une intégration supplémentaire. Et jusqu'à présent, il faut quand même le rappeler. On a dit tout à l'heure, vous avez dit la Grèce n'a pas eu de solidarité, mais je vous signale que quand même, nous avons mis en place des mécanismes de solidarité au travers notamment du MES, qui a très bien fonctionné pour un certain nombre de pays qui ont tenu leurs engagements. On savait que pour la Grèce, au départ, il aurait fallu faire autrement. On ne l'a pas fait. Mais ça, c'était d'autres gouvernants en France. C'était du temps de M. Sarkozy. Mme Merkel était déjà là, d'où sa responsabilité aussi. Et il faut qu'on trouve les voies d'un accord politique qui va faire que la zone euro... Parce qu'on peut me raconter ce qu'on veut, mais si la zone euro ne marche pas, l'Europe ne marchera pas. Philippe Juvin, la question de l'intégration, ça c'est un des enseignements qu'il faut tirer de la crise grecque aujourd'hui. Oui, clairement, et on a perdu beaucoup de temps depuis le mois de janvier, en palabres. Non, mais pardonnez-moi, on a fait beaucoup depuis 2009, mais depuis le mois de janvier, ça s'est arrêté. La question de la gouvernance de la zone euro n'est plus discutée, c'est un vrai souci. Avec la place de la France, encore une fois, je suis désolé de vous le dire, mais dans le débat européen, François Hollande n'a pas la place qu'il devrait avoir compte tenu de sa position de président de la deuxième puissance. Il est absent. La vraie... Je veux aussi dire, pardonnez-moi, si vous le trouvez, bah oui, c'est ça. 2 ans de rémission, quand même. Il a travaillé pour la France. 2 ans de rescrit supplémentaire. Non, bah oui, c'est ça la réalité. La vraie question sur le gouvernement de Tsipras, c'est que Monsieur Tsipras, Alexis Tsipras, emmène son pays sûrement, doucement, et de plus en plus vite d'ailleurs, en fait, vers l'abîme. Je veux rappeler simplement que les Grecs ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années, premièrement. Ils ont obtenu, le gouvernement de M. Samaras commençait à rebâtir une petite compétitivité. Ils ont commencé à créer un excédent primaire grâce au précédent gouvernement de droite. Ils ont commencé à avoir un peu d'exportation. Bref, ils sortaient la tête de l'eau. Et puis Tsipras, Syriza sont arrivés. Et tout ça a été cassé parce qu'ils ont expliqué avec leur volonté de tout mettre à bas qu'on allait voir ce qu'on allait voir et tout ça allait mieux fonctionner. Enfin, dernier point. On peut reprocher beaucoup de choses à l'Europe, mais pas d'avoir été solidaire. Entre 2012 et 2015, nous avons réaménagé 3 fois la dette grecque et nous avons versé, je le disais tout à l'heure, l'équivalent de 100% du PIB
100% du PIB pour faire en sorte que la Grèce ne coule pas. Mais il faut arrêter avec les banques. Il faut arrêter avec les banques. Il n'y a pas eu un Mais les banques, c'est qui? Les banques, ce sont les petits porteurs. C'est vous qui avez un compte en banque. C'est madame qui a une assurance vie. Moi, j'ai pas Et en sauvant les banques, qu'est-ce qu'on fait si ce n'est nous sauver aussi nous-mêmes? Donc il faut arrêter d'opposer les banques et les nations. À la fin, ce sont les mêmes. Les enseignements de la crise grecque. Yann Verning, allez-y. Les enseignements, c'est avant tout qu'il va falloir maintenant qu'on comprenne que les dettes sont des choses qu'il faut rembourser. Quoi qu'il arrive, qu'on reste ou qu'on sorte de la zone euro, la Grèce aura remboursé ses dettes, tout comme la France, tout comme tous les pays de la zone euro. Et il y a, on va dire, quelque chose de logique à tout ça, à comprendre. L'Allemagne n'a pas remboursé ses dettes. Mais l'Allemagne n'a pas remboursé ses dettes. L'Allemagne rembourse ses dettes comme tous les pays de l'Union européenne. Mais vous affirmez ça, mais écoutez, il y a une conférence à Londres en 53, la dette allemande a été restructurée et l'économie allemande est repartie. Je crois qu'on va éviter de manière un peu hasardeuse de comparer des choses qui ne sont pas comparables. Mais aujourd'hui, on a une zone euro qui a un système de fonctionnement qui s'appuie sur de la solidarité et en même temps sur des efforts. Et les efforts aujourd'hui ne sont pas faits du côté de la Grèce et la solidarité s'est appliquée. Donc demain, si on veut continuer de mettre en place la solidarité... des excédents primaires aujourd'hui. Mais pour Grecs font des efforts que personne d'autre ne fait. Oui, non, je suis désolé, en termes de réforme... qui souffrent, arrêtez. Mais arrêtez, la France souffre aussi. Un pays qui ne sait pas lever son impôt parce qu'il n'a pas de cadastre, c'est quand même assez inédit. Aujourd'hui, il faut que les choses évoluent. Arrêtez. Mais Tsipras ne fait pas ces réformes. Il a hérité de cette situation. Les réformes. Il n'est pas de réforme du cadastre en 3 mois. Tsipras a arrêté les réformes qui avaient été faites par Samaras. Ça ne marchait pas, les réformes. Mais pas du tout, ils ont créé un excédent primaire. Sur les enseignements à tirer de cette période qui ne fait que s'ouvrir d'incertitudes pour la zone euro et l'avenir de l'Europe. Les leçons, c'est que les politiques d'austérité ne fonctionnent pas. Les mémorandums, partout ils ont été appliqués, n'ont pas relancé la croissance et ont creusé la dette, contrairement à ce que vous racontez. Et donc, la dette est la même aujourd'hui. Non, vous prenez les 4 pays sous assistance. Vous n'avez pas bougé. La dette de la Grèce est la même aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Vous avez un taux d'endettement dans tous les pays sous assistance de la Troïka. Un endettement qui monte. Et vous avez une croissance qui chute. La dette de la Grèce est la même aujourd'hui qu'il y a 5 ans. L'économie ne repart pas, ça ne marche pas. Donc il faut faire autre chose. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de montrer que dans la zone euro, ça a marché les pour choix le Portugal, pour l'Espagne, pour l'Italie économiques sont ouverts, que les choix démocratiques peuvent s'exprimer. Et si vous n'autorisez pas les peuples à s'exprimer démocratiquement, alors là, c'est la peste brune qui reviendra. Mais pourquoi dites-vous cela? Oui, Philippe Juvin, il faut respecter effectivement le choix souverain. Pourquoi dites-vous cela, vous, qui soutenez un gouvernement d'extrême gauche qui est soutenu par un gouvernement d'extrême droite? C'est ça la réalité. Aujourd'hui, Syriza est associé à un gouvernement d'extrême droite, à un mouvement politique. Ah bah oui, heureusement, ils n'ont pas les néo-nazis, mais ils ont des extrêmes. C'est l'extrême gauche qui gouverne avec l'extrême droite en Grèce. C'est ça la réalité. Deuxième point, je suis très intéressé et effrayé par le fait qu'aujourd'hui, ceux qui défendent Syriza, c'est à la fois la gauche de la gauche et c'est Madame Le Pen. C'est ça aussi le grand danger de la zone euro. Alors, écoutez, regardez, on va tout de suite, s'il vous plaît, on va tout de suite rejoindre l'Elysée. François Hollande, Angela Merkel viennent d'arriver pour une déclaration commune. Voilà, ils s'équipent. On voit Angela Merkel qui installe son oreillette. La conférence de presse pour cette déclaration commune est imminente. On va pouvoir savoir si la France va parler d'une seule voix. On écoute François Hollande. Et je remercie Angela d'être venue ici à Paris aujourd'hui. Nous prenons acte du résultat et nous respectons le vote des Grecs, parce que l'Europe, c'est la démocratie. Nous avons aussi entendu le message de tous les partis démocratiques grecs qui se sont réunis aujourd'hui et qui ont réaffirmé ensemble leur volonté que leur pays reste dans la zone euro. La porte est ouverte aux discussions. Et il revient maintenant au gouvernement d'Alexis Tsipras de faire des propositions sérieuses, crédibles, pour que cette volonté de rester dans la zone euro puisse se traduire, avec un programme qui donne de la durée, parce que la Grèce a besoin de durée dans la zone euro avec des règles stables. Et c'est vrai aussi pour la zone euro. Nous avons donc un sommet de la zone euro mardi et il reviendra aux chefs d'État et de gouvernement de définir une position à partir des propositions qui seront faites par la Grèce. Mais j'insiste sur le fait qu'il n'y a plus beaucoup de temps et qu'il y a urgence. Urgence pour la Grèce, urgence pour l'Europe.
C'est une question aussi de visibilité, de crédibilité et même, je dirais, de dignité. L'Europe, elle est face à cette responsabilité. L'Europe n'est pas simplement qu'une construction économique, monétaire, financière. L'Europe, c'est un ensemble fondé sur des valeurs, des principes, sur une conception du monde, pas simplement de notre continent, une conception fondée sur la liberté, sur l'ouverture, aussi sur le respect. Dans cette Europe, il y a place pour la solidarité. La solidarité, elle est partout en Europe et elle doit l'être encore davantage. Mais il y a aussi la responsabilité. C'est cet équilibre entre responsabilité et solidarité qui doit être notre ligne de conduite pour les jours qui viennent. Je remercie encore Angela d'être venue et je lui laisse la parole. Ja, danke schön. Ich bin sehr gerne heute nach Paris gekommen, am Tag nach der Entscheidung des griechischen Volkes. Wir respektieren diese Entscheidung im Referendum natürlich als ein Votum eines souveränen demokratischen Landes und müssen jetzt mit dieser Entscheidung umgehen. Dabei geht es natürlich darum, wie stellen sich die anderen 18 Mitglieder der Eurozone zu diesem Votum und welche 18 autres pays par rapport à ce vote et quels seront les moyens que nous allons trouver. Et je tiens à vous remercier de m'avoir invité pour que nous puissions échanger aujourd'hui pour trouver une solution qui soit commune. Nous disons effectivement que la porte reste ouverte aux discussions et c'est la raison également pour laquelle les chefs d'État et de gouvernement se réunissent demain, les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro. En même temps, les conditions préalables pour entrer dans de nouvelles négociations sur un programme concret du mécanisme européen de stabilité ne sont pas encore réunis et c'est la raison pour laquelle nous attendons maintenant des propositions tout à fait précises du Premier ministre grec, un programme qui permettra également à la Grèce de retrouver la prospérité. Bien sûr, nous avons il est urgent d'avoir ce type de proposition pour que nous puissions trouver une sortie de la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Et ce qui nous gouverne, c'est exactement ce que le président français a dit. C'est un principe européen. D'une part, la solidarité. Nous avons déjà fait preuve de beaucoup de solidarité avec la Grèce et la dernière proposition qui a été faite était très généreuse. Et d'autre part, l'Europe ne peut être cohérente et rester unie. Et aujourd'hui, dans une époque où les défis en matière de terrorisme ou encore de réfugiés est d'autant plus importante, il faut que chaque pays assume également sa propre responsabilité. Nous allons voir également quelle sera la réaction des 18 autres pays. Ça aussi, c'est la démocratie. Nous avons une souveraineté partagée. Nous sommes 18 à avoir la même monnaie, donc tout le monde doit être responsable et faire preuve de solidarité. Merci.